Mercredi 6 août, les amis. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme, parce que c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. Et aujourd'hui encore, on va voyager à travers toute l'Europe, mais on commence par un dossier chaud bouillant, une guerre ouverte entre un monument du Barça et la direction catalane. Feu Marc-André ter Stegen vs Joan Laporta. C'est l'explosion. On vous l'avait annoncé il y a quelques jours. La relation entre le président Laporta et son gardien emblématique ter Stegen était tendue, mais là, c'est carrément le clash. Regardez les unes de la presse catalane ce matin. Rupture, guerre, les mots sont forts et ils sont assumés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Punaise, retour en arrière, le climat se détériore. On commence avec la hiérarchie des gardiens. Depuis l'arrivée de Hans-Dieter Flick au Barça, ter Stegen a perdu sa place dans les plans du coach. Résultat, Joan Garcia, ex-espagnol, arrive et Chadi Riad est prolongé. Ter Stegen, lui, passe carrément numéro 3 dans la hiérarchie, derrière Joan et Inaki Peña. Une décision difficile à encaisser, d'autant plus que Julian Nagelsmann, sélectionneur de l'Allemagne, l'a récemment désigné comme nouveau numéro 1 de la Mannschaft, à condition qu'il joue en club. L'opération du dos, un autre point de rupture. Récemment opéré du dos à Bordeaux, ter Stegen avait annoncé lui-même sa durée d'indisponibilité sur ses réseaux sociaux, sans consulter le club. Une initiative que le Barça n'a pas du tout appréciée. Pourquoi? Parce que ces données médicales doivent être envoyées à la commission médicale de la Liga, seule instance habilitée à valider une mise à l'écart officielle et permettre ainsi au Barça de libérer une licence. Et là, gros problème, ces données sont personnelles. Le Barça ne peut rien envoyer sans l'accord signé du joueur. Ter Stegen a refusé de signer. Résultat, blocage total, et Joan Laporta serait entré dans une colère noire, mobilisant le service juridique du club pour contourner l'obstacle. Pour l'instant, impossible d'agir, et la tension monte. Symbole de collision, un passif lourd, et un brassard en suspens. Ce conflit ne date pas d'hier. Dernier match de la saison passée, le Barça est déjà champion, et ter Stegen pense jouer. Sauf que Flick aligne Inaki Peña, privant ter Stegen d'un bonus contractuel lié au nombre de matchs joués. Une décision qui a laissé des traces. Et ce n'est pas tout. Ter Stegen est toujours capitaine du vestiaire, respecté par tout le groupe, mais désormais numéro 3 sur la feuille de match. Un brassard symbolique qui pèse lourd dans ce bras de fer. Situation ubuesque dans les cages. Autre info révélée ce matin, Joan Garcia n'est pas encore inscrit pour débuter la Liga. Chadi Riad est blessé et il ne reste qu'un seul gardien disponible, Inaki Peña. Problème, il veut partir. Résultat, le Barça, à une semaine du coup d'envoi de la Liga, est en guerre ouverte avec son gardien historique et n'a même pas de solution fiable pour débuter la saison. Du jamais vu. Pinceau, petite touche d'humour dans les colonnes de Mundo Deportivo ce matin avec une caricature intitulée Cap ter Stegen, qui montre le gardien en plein bras de fer avec son club. Et pour l'anecdote, lorsque Deco est revenu comme directeur sportif le 16 août 2023, le tout premier contrat qu'il a prolongé, c'était celui de ter Stegen. Ironique, non? Ballon de football, parenthèse, Mercato, Marcus Rashford au Barça? Dans les colonnes de Marca, on évoque un nom surprise, Marcus Rashford. En difficulté à Manchester United, l'attaquant de 27 ans envisagerait un rebond en Liga, et plus précisément au Barça, où il pourrait retrouver une dynamique à la Anthony, lui aussi exilé au Betis Séville et performant. Les deux se connaissent bien, ils ont gagné ensemble avec Manchester, et Rashford serait séduit par l'idée de se relancer en Catalogne. Bombe, dossier Alexander Isak Benjamin Sesko, bras de fer en Premier League. Enfin, on termine avec une tension à 3 bandes en Angleterre. Alexander Isak veut absolument rejoindre Liverpool, mais Newcastle bloque. Pourquoi? Parce qu'en parallèle, Newcastle avait ciblé Benjamin Sesko, Leipzig, pour remplacer Isak, mais voilà que Manchester United est prêt à mettre 74 millions de livres pour l'arracher. Si Sesko file à United, Newcastle ne lâchera pas Isak, qui restera coincé malgré sa volonté de départ. Une vraie domino story entre Liverpool, Newcastle et Manchester. Claquette, voilà pour cette revue de presse bien chargée. Entre le chaos du Barça, les manœuvres en Premier League et les rebonds de carrière inattendus comme celui de Rashford, le mercato n'a pas fini de nous surprendre. À très vite pour la suite, les amis, et comme toujours, restez connectés. Symbole de collision. Isaac Sesko Limbo, voilà pourquoi ce titre fait sens. On commence par un jeu de mots que vous avez peut-être vu passer ce matin dans la presse anglaise. Sesko, Isaac, Limbo. Tout est là. Le mercato des attaquants est en train de virer au casse-tête entre Liverpool, Manchester United et Newcastle. Alexander Isak veut absolument rejoindre Liverpool.
Mais Newcastle freine, parce que le remplaçant visé, Benjamin Sesko, est sur le point de signer à Manchester United. Conclusion, si Sesko ne vient pas, Newcastle bloquera Isaac. Un bras de fer tendu, une chaîne qui peut tout faire exploser. Et c'est pas fini. Plusieurs notes musicales Forget About the Price Tag, Florian Wirtz au Bayern. Pendant ce temps, en Allemagne, le plus gros transfert du mercato vient de tomber. Florian Wirtz rejoint officiellement le Bayern Munich. Et regardez, c'est une Britannique géniale. Forget About the Price Tag. Vous vous souvenez? GCJ 2011. It's not about the money. Money. Note musicale. On ne va pas la chanter, mais vous voyez l'idée. Le Bayern a mis le paquet, et Wirtz a désormais carte blanche sous les ordres d'Arne Slot à Liverpool. Il aura de la liberté. Il a la confiance totale du coach, et pourrait bien devenir le vrai leader offensif des Reds cette saison. Un dossier à suivre de très près. Télévision Mercato TV. Gary Lineker rebondit sur ETV. Petite parenthèse un peu people, mais toujours liée au mercato. Gary Lineker, légende du football anglais et consultant star sur la BBC avec Match of the Day, avait mystérieusement disparu de l'antenne. Eh bien, on sait enfin pourquoi. Il rebondit sur ETV dans une émission de divertissement nommée The Box, entouré de célébrités. Ceux qui le suivent depuis longtemps savent que Lineker maîtrise parfaitement son image. En 1992 déjà, il lançait sa propre collection de survêtements, The Lineker Collection, avec son épouse Michelle. Le foot, c'est aussi du business. Et le mercato, c'est partout. Balance Thomas Partey, libre sous condition. Villarreal en embuscade. Retour au terrain. Enfin, presque, Thomas Partey, ex-joueur d'Arsenal, vient de passer devant la justice britannique pour des accusations graves de viol et d'agression sexuelle. Il est ressorti libre sous condition, mais devra comparaître à nouveau. Conséquence directe, Villarreal, qui surveillait sa situation depuis des semaines, pourrait tenter de l'enrôler sous réserve de l'issue judiciaire. Rappel, Partey n'a pas été prolongé par Arsenal, notamment à cause de l'arrivée de Swamondi. Un rebond en Liga reste possible, mais encore très incertain. Stade, David Alaba veut rester et se battre. Côté Real Madrid maintenant. David Alaba veut rester. L'Autrichien, qui touche entre 10 et 12 millions d'euros nets par saison, est conscient de la concurrence féroce en charnière. Rudiger, Eier Asensio, probable titulaire selon les dernières infos. Et le jeune poussé par Xavi Alonso. Mais Alaba est déterminé. Il veut jouer à armes égales. Il lui reste 1 an de contrat et il veut convaincre Alonso, qui pourrait d'ailleurs parfois évoluer avec une défense à 3, comme il le faisait à Leverkusen. Alors, Alaba, titulaire ou sur le banc? Donnez votre avis en commentaire. Biceps plié, la métamorphose Arda Güler. Une transformation impressionnante. En une du journal AS, on découvre un nouveau surnom pour Arda Güler, l'athlète. En 2 ans, il a pris 10 kilos de masse musculaire. Une vraie mutation physique pour le jeune milieu turc du Real Madrid qui ambitionne de devenir la nouvelle boussole du jeu madrilène. Cette évolution rappelle celle de Mesut Özil à l'époque. Même pays, même club, même numéro 10, même ambition. Mais Güler, lui, veut aller encore plus loin. Le projet physique est clair, devenir dominant, pas seulement technique. Sac à argent le Real Madrid dans le top 5 des clubs les plus dépensiers d'Europe. Et justement, en parlant du Real, regardez ce graphique. Florentino Pérez a sorti les muscles. Le Real est actuellement dans le top 5 des clubs les plus dépensiers du mercato européen, aux côtés de Liverpool, Chelsea, Arsenal et Manchester City. Les recrues? Trent Alexander-Arnold, Cara, Enan, Mastanto, montant total, près de 170 millions d'euros, avec notamment un top deal à 62,5 millions. Horloge si on regarde en arrière. Sur les 7 dernières saisons, le Real n'avait été club le plus dépensier qu'une seule fois, en 2019, avec Hazard, Jovic, Militao, Mendy, Rodrigo. Depuis, c'était souvent Chelsea ou Arsenal qui dominaient le classement. Mais cette année, le Real Madrid revient dans la danse, avec un mercato stratégique et puissant. Claquette voilà pour cette seconde partie de votre revue de presse spéciale Mercato. Entre les dominos en Angleterre, la tension chez les gardiens du Barça, les transformations physiques à Madrid et les nouveaux leaders en devenir comme Wirtz ou Güler, le marché est en ébullition. On continue de suivre tout ça ensemble, alors n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout, restez branchés. Symbole de collision. Liverpool. Isaac Sesko Limbo, surnommé le Sesko, jeu de monde Sesko et Limbo. Coach Arne Slot lui donne beaucoup de liberté.
potentiellement leader offensif de Liverpool cette saison. Clin d'œil à la chanson Price Tag de Jessie J. Forget about the price tag, pour évoquer sa liberté de jeu au-delà de son prix. Gros cercle rouge Gary Lineker quitte la BBC Match of the Day. Rejoint ETV pour animer un nouveau divertissement, The Box. Légende du foot anglais, toujours en phase avec les dynamiques médiatiques. Ciné-avertissement Thomas Partey. Mis en cause dans des affaires judiciaires, viol, agression sexuelle. Sortie libre sous condition. Villarreal reste attentif à son dossier pour un potentiel transfert. Cercle blanc moyen Real Madrid. David Alaba veut du temps de jeu. Concurrence avec Rudiger, Eder Militao. Changement possible de système, défense à 3 avec Xavi Alonso. Arda Güler. Transformation physique 10 kg pris, devient un leader potentiel du Real. Recrutement. Alexander Arnold, Cara, Eno, Mastanto. Déjà 170 € dépensés, 2 plus gros total en 7 ans. Le Real revient dans le top 5 des clubs les plus dépensiers en Europe. Gros cercle rouge Atlético Madrid. Almada, ex-OL, ex-Botafogo, remplace Angel Correa. Nouvelles combinaisons offensives avec Baena et Julian Alvarez. Nouvelle base du triangle de Simeone. Cercle noir moyen, cercle blanc moyen, AC Milan. Jahari Harry de Bruges pour 37 €, bonus inclus. Milieu de terrain solide avec Loftus-Cheek, Youssouf Fofana, Bondo, Ricci, Vlahovic, échange potentiel avec Thiaw vers la Juve. Milan suit aussi le dossier Malik Thiaw, courtisé par Newcastle. Cercle blanc moyen, cercle noir moyen, Juventus. Randal Kolo Muani, proche de signer via prêt avec obligation d'achat. Douglas Luiz devrait rejoindre Nottingham Forest, coach Nuno Espirito Santo. Gros cercle bleu, cercle noir moyen, Inter Milan. Lookman, Atalanta, très proche de signer. Atalanta tient bon sur les 50 € demandés pour le remplacer à Bergame. Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace. Rodrigo Muniz, Fulham. Inter veut aussi Leoni, défenseur central de Parme. Doit vendre encore 2 joueurs pour boucler le budget. L'Atalanta se prépare à un tournant historique. Après avoir écrit certaines des plus belles pages de son histoire avec Gian Piero Gasperini sur le banc, le club de Bergame s'apprête à entamer un nouveau cycle, et ce changement pourrait bien concerner aussi le capitanat. Car oui, l'un des premiers gestes du coach italien dans son vestiaire a souvent été de revoir l'ordre hiérarchique des capitaines. Il l'avait fait à ses débuts à Gênes, puis à l'Inter, à Palerme et bien sûr à l'Atalanta. Ce n'est donc pas un détail anodin. Et à la Real Sociedad, où il est désormais pressenti, cela pourrait aussi être un symbole fort. Normalement, c'est El Shaarawy qui est en pôle pour porter le brassard cette saison. Mais des voix commencent à s'élever autour du nom de Cristante. Pourquoi lui? Parce que c'est un joueur au profil très apprécié par Gasperini, discret, fiable, respecté dans le vestiaire et avec qui il a déjà travaillé par le passé. Il coche toutes les cases du capitaine idéal selon les critères du technicien piémontais. Ce choix, s'il venait à être acté, confirmerait une fois de plus que Gasperini aime s'appuyer sur des hommes de confiance pour bâtir un nouveau cycle. Et cela pourrait être le premier signe fort d'une ère qui s'ouvre du côté de Saint-Sébastien. C'est souvent quelque chose d'intangible, mais un entraîneur intelligent le sait. Ses décisions ont un impact direct sur le club. Les bons entraîneurs comprennent cela et s'alignent avec la stratégie du club pour en tirer le meilleur. Ceux qui ne prennent pas en compte cet aspect finissent souvent en mauvais termes avec la direction. Dans le cas de Vinicius, si sa place au Real Madrid pour les 5 prochaines années n'est plus considérée comme une certitude absolue, alors il est normal que le terrain commence à le juger. Et force est de constater que ses performances récentes sont plus irrégulières. Cela ouvre un débat intéressant pour l'entraîneur qui devra prendre des décisions. Comme tu le dis très justement, les tridents n'existent que dans la réussite. C'est vrai, personne ne parle des trios offensifs qui n'ont rien gagné. On se souvient des tridents du Barça ou du Real parce qu'ils ont tout remporté, mais personne ne retient celui de Manchester United s'il n'a pas gagné de titre. Actuellement, le Real Madrid n'a pas de trident établi. Celui de la saison passée n'a pas vraiment fonctionné. Il reste 2 ans de contrat à Vinicius, donc on va continuer à essayer de le faire marcher cette saison. Mais si cela échoue à nouveau, il faudra prendre des décisions. On ne peut pas perdre des compétitions juste pour voir si la compatibilité fonctionne. La vraie question est, qu'en pense Vinicius? Ce n'est pas un choix unilatéral. Un joueur et un club peuvent très bien décider de se séparer d'un commun accord. C'est ce qui s'est passé avec Cristiano Ronaldo. Par exemple, même si tout était bien organisé, il y a eu des tensions. Le club ne pouvait pas lui offrir le même salaire que Messi, donc il a choisi de partir.
Il a été vendu au bon prix. Chacun est reparti de son côté. Et aujourd'hui, il est une légende du club, respecté et aimé. Il a pris sa décision, a fait son analyse et a agi en conséquence. Vinicius doit faire la même chose. Analyser honnêtement sa situation, décider s'il veut rester, prolonger son contrat ou non. Et si son choix est de partir, il faut alors organiser un plan de sortie avec un prix clair. Mais en interne, pour éviter que ce soit le club qui doit trouver des solutions, le trident doit fonctionner, il doit gagner, et surtout, les joueurs doivent se connecter entre eux. Sinon, ils deviendront un problème pour le collectif, alors qu'ils sont censés en être la solution. Et dans ce cas, on passera de 3 à 2, puis à 1, voire à 0. C'est un point très intéressant, surtout quand on considère la gestion du Real Madrid sans Bellingham. Le trident que l'on imaginait avec Bellingham, Vinicius et Mbappé est actuellement en suspens. Cela peut ouvrir de nouvelles opportunités. Dès sa première conférence de presse, Xavi Alonso a déclaré avoir des idées pour gérer Vinicius et Mbappé. Mais il pensait sûrement à un grand Vinicius et un grand Mbappé, car avec des joueurs qui ne performent pas au niveau élite, c'est beaucoup plus difficile à gérer. C'est comme en Formule 1. Si Verstappen, Hamilton et Alonso pilotent pour la même écurie, c'est un cauchemar à gérer. Mais si on part des 24 heures du Mans où chacun conduit 8 heures, là, c'est un avantage énorme. C'est pareil pour le Real, la coopération est essentielle. Tous doivent partager la réussite, mais aussi les défaites ou du moins les contre-performances. Si ces stars commencent à se faire concurrence au lieu de coopérer, alors l'équipe passe de 11 contre 11 à 11 contre 9, car ils se neutralisent. Et comme ce sont deux des meilleurs joueurs du monde, ça crée une tension énorme dans le vestiaire qui finit par impacter toute l'équipe. Le lundi, mardi, mercredi deviennent insupportables. Si leurs regards, leurs attitudes sur le terrain deviennent source de malaise, s'ils courent, ne courent pas, s'énervent ou non, l'ambiance chute et le rendement aussi. Et un adversaire plus faible, mais uni, peut vous battre. Quand un trident gagne, c'est un vrai trident. S'il échoue, il faut le casser. Ce sera donc une saison capitale. Vinicius doit savoir ce qu'il veut, comment il veut le faire, et surtout ce qui le rend heureux. C'est essentiel. Ce sont des jeunes joueurs, et le temps passe vite. Il a déjà tout gagné avec le Real. S'il veut continuer, c'est un peu comme renouveler ses vœux. Peut-être qu'il se dit « Je veux atteindre 6 Ligues des Champions comme les grandes légendes ». Alors oui, dans ce cas, il peut rester. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a une série de recrues importants comme Bellingham et Kylian Mbappé, et il va falloir créer une véritable synergie entre eux. Si cela ne se produit pas, les Ligues des Champions ne viendront pas. L'ambition de chacun en sera réduite et tous auront l'impression de perdre leur temps. Tout le monde savait, absolument tout le monde, que l'association Neymar, Mbappé et Messi au PSG ne fonctionnerait pas. Pourquoi ? Parce que dans une équipe où 3 joueurs marchent au lieu de courir, c'est impossible que ça fonctionne. Et si on conclut, il faut aussi se rendre à l'évidence. C'est une question de logique. Si cette association ne se concrétise pas, le club analysera les performances individuelles, le potentiel à long terme et la situation contractuelle. Et sur ces 3 plans, celui qui est actuellement le plus exposé, c'est Vinicius. Il est celui qui a le contrat le plus court, celui qui est là depuis le plus longtemps, et qui, avec Bellingham, n'a pas été à son meilleur niveau cette saison. Mbappé, avec ses 44 buts, a clairement rempli sa mission. Donc, le club va se baser sur tout cela pour prendre des décisions. Et s'il faut rompre ce trident, ils regarderont la situation la plus fragile, celle de Vinicius. C'est pour cela que cette saison est essentielle. Il faut que tout se construise à partir du terrain. Si tout fonctionne sur le terrain, les négociations contractuelles sont plus simples. Le club pourrait même être plus enclin à lui faire une meilleure offre, si tel est le problème. À mon sens, les 3 joueurs doivent d'abord se spécialiser dans leur rôle, puis apprendre à bien se combiner. Par exemple, vu leurs qualités individuelles, Vinicius doit se concentrer sur le dribble et les passes décisives. Mbappé, lui, doit se focaliser sur la finition et la verticalité. Bellingham est un joueur complet, il peut tout faire. Donc, les objectifs doivent être clairs. Mbappé doit viser 50 buts. Vinicius, plus de 30 passes décisives. Bellingham, au moins 20 buts et 20 passes, en jouant une 50aine de matchs. Ensemble, ils doivent générer autour de 100 buts. C'est un standard pour une attaque du Real Madrid. Mais cela n'est possible que si chacun joue son rôle. Si Vinicius essaie de devenir Mbappé, ou l'inverse, cela devient ingérable. Si Bellingham court et que les autres regardent, ou vice-versa, cela ne fonctionnera pas. Les règles collectives sont claires, chacun doit être performant dans son domaine. Et si Vinicius trouve son plaisir dans les passes décisives, c'est parfait.
Il doit dribbler, déséquilibrer, centrer et que les buts pleuvent. Mbappé, lui, ne doit pas dribbler sur les ailes comme Vinicius, mais attaquer l'espace de manière verticale dans les 20 à 25 derniers mètres. Son rôle, c'est de marquer. Quant à Bellingham, il doit exploiter les espaces créés. Quand Vinicius dribble et élimine, cela crée une supériorité. Bellingham doit lire ses mouvements, se projeter, et s'il reçoit la passe, marquer. Si c'est Mbappé qui reçoit, tant mieux. Et il faut respecter la décision du passeur. Ils sont assez intelligents pour comprendre ça. Mais les problèmes apparaissent quand les égos prennent le dessus. Tu ne m'as pas vu, ou ce but aurait dû être pour moi. Ce sont des choses difficiles à gérer. Dans le cas de Vinicius, la question centrale est « Que veut-il vraiment ?» Ensuite, il faut savoir que s'il veut rester, cela ne pourra fonctionner que dans un trident qui marche, car sinon, avec les contrats des 3 joueurs verrouillés, le club devra faire un choix et Vinicius pourrait être le plus exposé. Il faut aussi souligner le mérite de Vinicius. Il a assumé beaucoup de pression, a été décisif dans 2 Ligues des champions très jeunes. Mais aujourd'hui, il doit adopter une stratégie différente. L'un des avantages d'un trident, c'est que la pression est répartie. Elle ne repose plus sur ses seules épaules. Il doit comprendre que cette pression est celle du Real Madrid, pas seulement la sienne.